Bonsoir à tous. À la une de ce journal, le secteur de l'éducation est désormais la cible privilégiée des groupes armés dans les régions anglophones. 9 élèves et un enseignant ont été libérés après un kidnapping survenu hier dans une école privée située à Kumba, dans la région du sud-ouest. Pendant ce temps, le gouvernement affiche sa volonté de contrôler l'assistance humanitaire d'urgence dans ces régions anglophones après le report pour la deuxième fois de la conférence générale anglophone. La roue du destin pourrait tourner en faveur de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, poursuivis pour crimes contre l'humanité devant la CPI. L'ex-président ivoirien et l'ancien leader des Jeunes Patriotes clament leur innocence et depuis une semaine, leurs avocats s'activent à démonter les accusations et plaider pour leur acquittement. Vous suivrez dans ce journal les plaidoiries de l'avocate camerounaise de renommée internationale, Maître Josette Kadi, qui plaide en faveur de Charles Blé Goudé. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. C'est un dénouement heureux après 24 heures d'inquiétude à Kumba, dans la région du sud-ouest, dans une école privée située dans cette ville. 9 élèves ont été kidnappés, un enseignant grièvement blessé, lui aussi enlevé par des hommes armés. Une chasse à l'homme a été menée par les forces de sécurité et de défense. 3 élèves ont pu être enlevés des griffes de leurs ravisseurs durant la soirée d'hier. Et ce matin, d'autres élèves ont été retrouvés sur les traces de ces ravisseurs après une battue menée par les forces de sécurité et de défense. Des précisions avec Eric Martial Ndjomo. Psychose ambiante au Lord's Bilingual Secondary School de Kumba au lendemain du kidnapping de 20 pensionnaires de cet établissement scolaire par des personnes non identifiées. Ce rapt intervient quelques semaines seulement après celui d'Unkwen dans le 3e arrondissement de Bamenda et qui avait vu 82 personnes être enlevées et ensuite relaxées. Le mode opératoire semble être le même. Les élèves sont surpris dans leur salle de classe par des hommes armes au poing et contraints de sortir en groupe pour une destination inconnue. Même si certaines informations font état des premières libérations de ces élèves enlevés, la communauté éducative dans le département de la Mémé s'inquiète en raison de l'impact de ce rapt sur l'année scolaire. De nombreux parents se sont ainsi rétractés devant l'idée d'envoyer à nouveau les enfants dans les établissements. Depuis le début de la crise anglophone en 2016, le milieu éducatif a toujours été une cible des séparatistes dans les deux régions. Après les zones rurales où ils ont réussi à éradiquer l'école, les grandes zones urbaines qui résistaient encore jusque-là à cette volonté de cessation des classes par les sécessionnistes sont désormais les grandes cibles. L'autorité administrative, le préfet du département de la Mémé, 9 élèves et un enseignant ont été libérés après ce kidnapping survenu hier matin dans une école privée située à Kumba, dans la région du sud-ouest. Le préfet qui salue la prompte réaction des forces de sécurité et de défense, mais aussi la collaboration des populations. Il réaffirme la détermination des forces de sécurité à protéger les populations dans les régions anglophones. Ces enlèvements se multiplient au moment où la conférence générale anglophone a été reportée pour la deuxième fois, et ce pour une date inconnue. Pourtant, tout était fin prêt pour cette plateforme de dialogue entre les populations des régions anglophones afin de traiter les causes profondes de la crise et également trouver des propositions de sortie de crise. Mais à la dernière minute, les dates prévues les 21 et 22 novembre ont été annulées. Je vous propose de suivre la réaction des différents organisateurs de la conférence générale anglophone, parmi lesquels le cardinal Christian Toumi qui revient sur les circonstances de l'annulation et du report de cette conférence générale anglophone. C'est dans ce reportage que signent Innocent Abega et Jean-Paul Chouniat. Après le premier report des 29 et 30 août, la Anglophone General Conference vient d'être à nouveau renvoyée. Les organisateurs disent n'avoir pas obtenu l'autorisation de manifester déposée auprès du sous-préfet de Buea en prélude à la tenue de la dite conférence.
Les organisateurs ont affirmé ne pas comprendre les motivations du gouvernement à traîner les pas dans la délivrance de cette autorisation de manifester. The fact that the government is silent, has not given a written response, we cannot quite state whether they are in for it or out of it. And if the government gives its go-ahead, it's an indication that government is also part of what we are doing. Les initiateurs promettent de prendre tout leur mal en patience jusqu'à l'obtention de la dite autorisation. La date de la prochaine échéance ne sera pas révélée avant l'accord du gouvernement. L'État n'a pas annulé la conférence. Ils ont dit pas maintenant. Donc nous continuons à nous préparer. La Anglophone General Conference est une initiative des chefs religieux de plusieurs obédiences et des acteurs de la société civile issus des deux régions anglophones avec pour objectif rassembler tous les anglophones et les Camerounais de bonne volonté pour trouver des solutions à soumettre au gouvernement. We have only just two questions. What are the causes of the problem? What solution? And we go away into small groups to reflect on that and come and put together. And then we continue to Yaoundé to see the president, those who have been chosen, to say, these are the grievances, these are the propositions. Des propositions en vue de mettre fin à la crise sociopolitique et le conflit armé qui secoue depuis 2 ans les régions du sud-ouest et du nord-ouest. La Anglophone General Conference reste donc pendue aux lèvres du gouvernement camerounais. Et toujours dans ce chapitre, le gouvernement vient de créer un centre de coordination de l'assistance humanitaire d'urgence relatif à la crise anglophone. Selon un arrêté du Premier ministre, ce centre est placé sous l'autorité du ministre chargé de l'administration territoriale. Les missions de ce centre sont de coordonner toutes les activités de l'assistance aux victimes de la crise et assurer le suivi de la mise en œuvre du plan d'assistance humanitaire. Pour mener à bien ces missions, le centre dispose d'une unité centrale basée au ministère de l'administration territoriale à Yaoundé et 2 annexes régionales à Bamenda et Buea. Selon l'arrêté du Premier ministre, la coordination technique de ce centre est assurée par la direction de la protection civile et sur le plan régional, les gouverneurs des régions assurent la coordination locale. Parlons à présent des autres priorités du gouvernement, à savoir le projet de loi de finances 2019 et son budget fixé à environ 4 850 milliards de francs CFA. Le Premier ministre a dévoilé les priorités du gouvernement devant l'Assemblée nationale, à savoir la mise en place des régions, l'organisation des législatives et municipales, mais aussi l'organisation de la CAN 2019. Malgré ces explications du Premier ministre, les parlementaires de l'opposition critiquent l'attitude du gouvernement et ses méthodes qui ne permettent pas un examen minutieux du budget 2019. Des précisions avec Joël Essenge et Guy Zogo. À l'Assemblée nationale, le chemin du budget 2019 passe par l'année 2018. Lors de la présentation du programme économique, financier, social et culturel du Cameroun en 2019, le Premier ministre Philémon Yang s'est d'abord appesanti longuement sur les performances de l'année 2018. En gros, a-t-il souligné, elle aurait été marquée par la consolidation des acquis malgré une conjoncture mondiale morose. Puis, se projetant à 2019, il a situé le cap poursuivi par le gouvernement. Programme économique, financier, social et culturel que le gouvernement voudrait mettre en œuvre en 2019 s'inscrit dans une perspective de consolidation des acquis. Il est surtout question de maîtriser les enjeux et défis qui interpellent désormais les pouvoirs publics afin de maintenir notre pays sur les sentiers de l'émergence à l'horizon 2035. Dès lors, a-t-il ajouté, des objectifs bien précis, tels la mise en place des régions, sont visés. Il y a notamment la maîtrise de contraintes sécuritaires à l'intérieur comme aux frontières, la consolidation de la paix, de l'unité nationale et du vivre ensemble, l'optimisation des préparatifs de la Coupe d'Afrique des Nations de football 2019, la préparation de prochaines élections législatives et municipales, l'accélération du processus de décentralisation à travers notamment la mise en place de régions. Pour cela, il a alors décliné les prévisions financières sur lesquelles ces initiatives seront adossées.
Le présent projet de loi de finances pour l'exercice 2019 s'équilibre en recettes et en dépenses à la somme de 4 850 milliards 500 millions de francs CFA contre 4 689 milliards 500 millions de francs CFA en 2018. Pour le moins, cette démarche ne convainc pas l'opposition, notamment le SDF, qui regrette que la présentation du Premier ministre n'offre pas la possibilité d'un meilleur examen du budget 2019 du Cameroun. Le discours du Premier ministre devrait être un moment d'imprégnation pour qu'on puisse étudier le projet de loi de finances en 2 phases, tel que prévu et stipulé dans la loi portant régime financier de l'État. La façon dont c'est présenté aujourd'hui, malheureusement, nous ne pourrons pas suivre ce format-là. Cela veut tout simplement dire qu'on ne respecte pas l'argent des Camerounaises et des Camerounais. Avec ce passage du Premier ministre devant l'Assemblée nationale, l'examen du budget devrait se poursuivre par le grand oral des chefs de département ministériels devant la Commission des finances et du budget avant l'adoption du budget en session plénière. Après la débâcle de Joshua Ossi à la présidentielle 2018, le SDF tente de reconquérir le cœur des militants et sympathisants déçus. Son secrétaire général implore leur indulgence et promet le retour du SDF originel dans le paysage sociopolitique. Des détails avec Élisée Bogba et Marcelin Gansop. Au Social Democratic Front, l'heure n'est plus au pleurnichéri. Le parti qui revendique toujours le statut de leader de l'opposition pense que le moment est venu de remobiliser les énergies dans la perspective des futures batailles électorales. Pour ce faire, le SDF demande pardon aux militants et sympathisants qu'il a déçus lors de la présidentielle du 7 octobre 2018. Notre prestation n'a pas été du tout honorable. Nous l'avouons et partageons la déception de nos nombreux membres et sympathisants qui, depuis près de 3 décennies, nous ont toujours témoigné leur engagement inconditionnel. Qu'il me soit permis ici, au nom du parti et du comité exécutif national, de demander pardon aux millions de Camerounais qui ont toujours cru au SDF pour la mauvaise prestation durant cette élection présidentielle. Dans la foulée de ce mea culpa, le secrétaire général annonce pour bientôt le grand retour du SDF originel. Des descentes imminentes sont annoncées sur le terrain. Question de réarmer les militants à la base, afin qu'ils reprennent confiance. Nous sommes par conséquent conscients des réformes structurelles, managériales et programmatiques qui s'imposent à notre parti. Nous allons proposer au Cameroun un retour vers le SDF original. Cela veut dire le SDF des années 90-92. Ce original SDF a 3 objectifs majeurs, à savoir résoudre la crise anglophone, instaurer le fédéralisme comme nouvelle forme de l'État, fédérer l'électorat pour garantir l'alternance au sommet de l'État. Des descentes sur le terrain sont prévues les jours à venir et nous resterons à l'écoute de la base militante pour qu'ensemble, nous puissions reconstruire notre parti. Cette sortie médiatique a également permis au secrétaire général de couper court avec les rumeurs qui annoncent l'honorable Jean-Michel Ninthieu dans une autre formation politique. Je crois que l'honorable Ninthieu est assis à côté du secrétaire général du SDF. Il n'est pas assis à côté de notre formation politique. Donc si vous trouvez l'honorable Ninthieu ici, je crois que le débat est clos. Avec moins de 4% des suffrages exprimés, le SDF a réalisé le 7 octobre dernier son plus mauvais score à une élection présidentielle. Une débâcle que les responsables du parti digèrent douloureusement, mais restent optimistes pour la suite. Dans le reste de l'actualité, le Cameroun évalue sa coopération avec l'Agence française de développement. Au nom du ministre de la Recherche scientifique et de l'Innovation, Madame le secrétaire général du MINRESI a reçu en audience mercredi à Yaoundé une délégation de l'Agence française de développement. Au menu des échanges avec l'équipe conduite par Zachary Méchali, le point global sur l'état d'avancement des projets C2D et PAR. Et à ce sujet, je vous propose d'écouter Zachary Méchali, chef de mission CD2 Paris. Il s'exprime sur la collaboration avec les institutions camerounaises, notamment l'IRAD, dans le cadre du C2D.
nous reste une année pour achever les activités du projet. On a une opération assez originale qui a mobilisé à la fois un institut de recherche agronomique du Cameroun, qui est l'IRAD, en coopération avec son homologue français qui est le CIRAD. Donc on considère que là il y a une entreprise de recherche assez fructueuse qui a donné lieu à des activités de terrain qui seront utiles au développement de l'agriculture de seconde génération. Et puis par ailleurs on a aussi une collaboration entre le secteur de la recherche publique et les opérateurs privés, les opérateurs économiques, et donc un certain nombre de réussites aussi des acquis de la recherche qui ont été transférés directement vers des entreprises, vers des start-up, en général portées par des jeunes Camerounais qui veulent tester des idées et qui avaient besoin d'un appui en matière de recherche et de développement. Abandonné en plein cœur de la forêt, méconnu des Camerounais, le site d'esclavage de Bimbia est pourtant chargé de l'histoire douloureuse de l'asservissement des peuples noirs. Ce vestige historique pourrait être inscrit au patrimoine mondial de l'humanité. Une réflexion vient d'être engagée à cet effet pour atteindre cet objectif et transformer le site de Bimbia en une véritable attraction touristique. Reportage Élisée Bogba et Marcelin Gransop. Voici à quoi ressemble le port négrier de Bimbia. Quelques vestiges du passé et le souvenir de l'esclavage qui a dicté sa loi en ces lieux. Le site de Bimbia est fortement enclavé et n'offre aucun attrait touristique, pouvant faire courir quelques visiteurs. Pour l'instant, il y a dans Bimbia un aménagement, je veux dire, embryonnaire, au vu de ce que nous voulons faire, c'est-à-dire un site mémoriel de référence. Nous commençons par désenclaver. Vous avez entendu tout à l'heure le ministre dire qu'il y a un projet de bitumage de la route qui va se faire. Le gouvernement est pourtant décidé à inscrire le site de Bimbia sur la liste du patrimoine mondial de l'humanité. D'où cet appel à plusieurs intelligences, afin que soit adopté un plan d'aménagement et de préservation du port négrier de Bimbia, associant à la fois une dimension sociale, culturelle, mémorielle et économique. Bimbia, ancien port d'esclaves, n'est pas qu'un patrimoine culturel national. Il est, de par l'ampleur du phénomène dont il a été le siège, la traite négrière, et cela pendant des siècles, un élément de la mémoire de l'humanité tout entière. Il s'agit de mettre en évidence un certain nombre d'éléments objectifs sur la base d'une méthodologie scientifique qui permettront de construire la valeur universelle exceptionnelle de ce site. La réflexion que vient d'engager le gouvernement est d'autant plus importante que l'inscription souhaitée obéit à plusieurs critères, les uns aussi pertinents que les autres. Le Cameroun doit pouvoir démontrer la valeur universelle exceptionnelle. C'est-à-dire que c'est un site exceptionnel qu'on ne trouve nulle part ailleurs, du point de vue de l'histoire de ce site, du point de vue de l'architecture, donc des vestiges de ce site. L'historienne Lisa Aubrey a montré près de 200 navires. Et donc, un porte même le nom de Bimbia qui ont accosté dans la région pour les Amériques. C'est déjà une preuve. Maintenant, ce qu'il nous faut chercher, c'est des preuves matérielles sur le site qui montrent les différents stades d'occupation qui existent du 15e, 16e siècle sur les lieux. Mieux valorisé, Bimbia, situé sur la côte atlantique, dans le département du Fako, région du sud-ouest, pourrait devenir l'une des principales attractions touristiques du pays et ainsi générer beaucoup de revenus. Dans l'escale internationale, l'opinion publique africaine a les yeux rivés vers la Cour pénale internationale où les avocats de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé plaident pour leur acquittement poursuivis pour crimes contre l'humanité durant la crise post-électorale. L'ancien président ivoirien et l'ex-leader des Jeunes Patriotes ont toujours clamé leur innocence et dans la défense de Charles Blé Goudé, une avocate camerounaise de renommée internationale s'emploie à démonter les accusations. Maître Josette Kadi restitue avec cohérence les faits historiques et le contexte politique pour dégager toute responsabilité de son client. Par ailleurs, conseil d'Equinox Télévision, je vous propose d'écouter cette grande avocate agréée auprès de la CPI. Oui, Monsieur le Président. Alors, voici ce que nous suggérons. Maître Kadji va s'expliquer
exprimée. Elle va parler des tentatives faites par M. Blé-Goudet pour mettre un terme à la violence avant la crise. Maître Zoukou va également s'intéresser aux événements pendant la crise. Maître Kadji interviendra pendant 20 à 25 minutes. Le président, alors, nous reprendrons demain. Maître Knops, oui, c'était ce que je voulais suggérer. Maître Kadji. Bonjour, Monsieur le Président, Madame, Monsieur honorable juge. Je prends la parole évidemment au nom de l'équipe de la défense de Charles Blé-Goudet. Et je voudrais, à la suite de mes excellents confrères Knops, Bougnon et Dri, vous montrer un autre Blé-Goudet. Un Blé-Goudet, un Charles Blé-Goudet que le procureur s'est refusé de voir, malgré les éléments qu'il avait en sa possession. Je veux vous entretenir des discours de Charles Blé-Goudet, spécifiquement ceux prononcés avant les élections et la crise post-électorale. Ces discours que le procureur présente comme l'arme fatale de Charles Blé-Goudet. Ces discours desquels résulteraient les violences post-électorales selon le procureur. Pour ce faire, nous allons d'abord rappeler ce qu'est la position du procureur quant au discours de Charles Blé-Goudet durant la période préélectorale. Cette position est résumée dans le paragraphe 1844 de sa réponse à notre requête en acquittement total. Cette position a été réaffirmée tout le long de ses soumissions orales ici, au cours desquelles le procureur a fait référence à des prises de parole publiques de Charles Blé-Goudet en 2002, 2004 et 2007. Monsieur le Président, honorable juge, nous affirmons que la quintessence du discours de Charles Blé-Goudet établit un engagement constant pour la paix, une action non violente, la tolérance, le pardon et la cohésion sociale. Ce que, en d'autres termes, mon confrère Ndri a qualifié en un homme non violent. Ces valeurs résument la pensée politique de Charles Blé-Goudet. Honorable juge, de prime abord, nous relevons une contradiction dans le raisonnement du procureur, qui a, à plusieurs reprises, tenté d'établir que des discours prononcés plusieurs mois, voire plusieurs années avant la crise post-électorale, auraient eu un impact sur le comportement des gens et les auraient incités à commettre des crimes alors même qu'implicitement le procureur reconnaît que Charles Blé-Goudet tenait un discours avec une rhétorique pacifiste. C'est dans le point 1844 de la réponse du procureur. Une rhétorique
pacifiste aux mains nues. Cette même contradiction ressort des soumissions orales, comme je l'ai dit, du procureur qui, le 2 octobre 2018, a fait référence à des prises de parole publiques de Charles Blé-Goudet en 2002, 2004, 2007. Il s'agit du transcrit 222 du 2 octobre 2018 à la page 73, lignes 21 à 28 et page 74, lignes 1 à 4. Nous allons établir ici, honorable juge, que quelle que soit la période, les différents discours de Charles Blé-Goudet n'ont été dans le but ultime de la défense des institutions de la République et celle des personnes en évitant tout recours à la violence. Car il convient pour cette Cour d'éviter les étiquettes et les préjugés savamment distillés par le procureur sans aucune preuve. Vous venez de suivre Maître Josette Kadi, avocate camerounaise de renommée internationale qui défend Charles Blé-Goudet, l'ex-leader ivoirien des jeunes patriotes qui est devant la Cour pénale internationale. Par ailleurs, conseil d'Equinox Télévision, elle a présenté la pertinence des arguments juridiques, les faits historiques et le contexte politique pour dégager toute la responsabilité de Charles Blé-Goudet dans le cadre des crimes contre l'humanité commis durant la période post-électorale en Côte d'Ivoire. Je précise que les avocats de Charles Blé-Goudet et Laurent Gbagbo demandent l'acquittement total de leurs clients. Un public reportage dans ce journal avec le groupe agroalimentaire Broly qui démontre son savoir-faire et sa maîtrise des standards internationaux pour mettre sur le marché de la sous-région des produits agroalimentaires qui sont sollicités à la fois par le Camerounais mais aussi de nombreux clients à l'étranger. Reportage. Sur les rives de la Dibamba, à la sortie est de Douala, l'usine Broly, majestueusement installée sur 1 hectare, fait aujourd'hui la fierté du tissu industriel camerounais. 7500 kg de pâtes alimentaires sortent chaque heure de ces lignes de production. Un concentré de technologie et de modernité au centimètre carré. Notre usine est la plus grande en Afrique centrale en matière de capacité de production. Nous produisons aujourd'hui plusieurs marques, dont notre marque phare, la marque Broly. Et pour séduire cette clientèle, le géant camerounais de la production et de la distribution agroalimentaire a élargi son portefeuille produit. 117 références, 13 catégories de produits, uniquement les meilleurs aussi bien en mayonnaise, en lait en poudre ou en pâtes alimentaires. Ceci passe par une innovation permanente en termes de variété produits, conditionnement et même d'emballage. Grâce à son réseau de 7 agences et de 50 distributeurs agréés sur l'Afrique centrale, Broly est devenu la marque des pâtes alimentaires la plus vendue au Cameroun. Un travail de terrain porté par des ambassadeurs comme Léonce, 3 fois près de l'excellence commerciale de la marque. Ce qui motive à travailler avec Broly, nous avons des produits de bonne qualité, les marges intéressantes, les collaborateurs disponibles et un promoteur ambitieux. Des produits devenus des labels certains de référence sur le marché, fruit d'un respect scrupuleux des normes en la matière. Pendant le processus de fabrication, les analyses sont faites afin de s'assurer de la conformité pour garantir à nos nombreux consommateurs un produit
haute qualité. Des efforts et des actions salués à l'occasion d'une visite d'inspection réussie du ministre du Commerce le 16 octobre dernier dans cette entreprise citoyenne qui emploie 600 personnes. Il n'y a rien à envier à ce qui se fait ailleurs, sous d'autres cieux. La qualité des équipements, les mesures de sécurité, d'hygiène qui sont prises et par conséquent, forcément la qualité du produit. « 15 ans après son lancement, la recette Broly complètement maîtrisée a révolutionné les habitudes alimentaires des Camerounais. Une passion pour la qualité, la passion de bien nourrir. Mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Autou et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Un autre kidnapping de masse dans la région anglophone. 24 heures après cet enlèvement, tous les enfants qui ont été enlevés sont libres selon l'autorité administrative qui a fait le point. Selon le préfet de la Mémé, ils étaient 7 élèves et un enseignant enlevé hier matin dans une école privée située à Kumba, dans la région du sud-ouest. Il salue la collaboration des populations, mais aussi l'engagement et la détermination des forces de sécurité et de défense à protéger ces populations et défendre l'intégrité du territoire face à ces groupes armés qui sévissent dans les régions anglophones. Le SDF demande pardon à la suite de la débâcle du 7 octobre dernier. Ils promettent aux militants et sympathisants du SDF le retour de la flamme originelle du principal parti de l'opposition au Cameroun, notamment dans la perspective des élections législatives et municipales. Vous avez suivi son secrétaire général annoncer des descentes sur le terrain afin de reconquérir le cœur de ces sociaux-démocrates à travers le triangle national. Voilà, c'est l'essentiel du débrief, madame, monsieur. Bonne soirée à vous, Cédric. Bonne soirée à vous, Serge Alain. Rendez-vous